Alors, je propose que l'on passe à la deuxième partie de ce panel en invitant Frank van Lennep à nous parler un petit peu de la façon, on revient vraiment à la question du big data, du smart data, et à la façon dont on peut ou pas voir un effet sur la production de la recherche à l'adresse, donc, qui est bien évidemment directement concernée par ces questions. Franck, 10 minutes, et puis donc on refait donc, les 3 présentations à peu près 10 minutes, et puis ensuite Cynthia conclura. Mais avant, on aura une petite discussion sur ces 3 présentations dans la foulée. Merci Elise, bonjour à tous. C'est frustrant pour moi de ne pas participer à la discussion précédente parce que, quoi qu'on dise Martin Hirsch, il y a des directions d'administration centrale qui s'intéressent à l'évaluation et c'est vraiment le cas de l'adresse. Mais c'est vrai que du point de vue peut-être des ministres ou des cabinets, l'évaluation, c'est souvent les rapports de l'IGAS ou de la Cour des comptes. Et voilà, c'est... Oui, pardon Marine. Voilà, mais enfin, c'est pas forcément Marine exactement les travaux dont on parle aujourd'hui. Marine a produit plusieurs très beaux rapports sur le sujet. Elle a produit un rapport de l'IGAS disant qu'il fallait développer l'évaluation. Voilà. Alors donc, puisque Lise m'a demandé d'intervenir sur le smart data, je ne sais pas exactement ce que c'est le smart data, mais j'ai compris qu'on s'est dit que c'était des données qui étaient utiles. Alors, du point de vue de l'adresse, je me suis dit, plutôt que de rentrer dans une discussion sur quel type d'aide à la décision on fait, je pense qu'il m'a semblé intéressant de revenir aujourd'hui à quels sont les changements en cours dans les données qui vont avoir des impacts importants, à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour nous, la statistique publique, et donc pour l'aide à la décision. Et donc ces changements, on est dans le champ de la santé, je les mets dans un grand sac, qui sont à la fois l'article 47 du projet de loi santé, et puis le développement des appariements. Alors je ne développerai pas aujourd'hui le contenu de l'article 47, parce que sinon mes 10 minutes sont grillées d'avance, mais disons en tout cas que l'un des apports de l'article 47 du projet de loi, c'est d'enrichir les données du SNIRAM PMSI à court, moyen ou long terme, selon les calendriers qu'on arrivera à mettre en place, de les enrichir avec d'autres données, qui sont les données de cause de décès, ce qui permet évidemment de faire des études très intéressantes pour attribuer la mortalité à tel type de parcours en amont. Ce sont les données des organismes complémentaires, ce qui permettra d'avoir des informations sur le véritable reste à charge pour les assurés après assurance maladie obligatoire et complémentaire. Et puis, ce sont des données des MDPH, les maisons de handicap, donc sur les personnes handicapées, pour faire un lien sur le médico-social. Ça, c'est le contenu du SNDS, donc je passe très vite sur tout le volet juridique, puisque ce serait un petit peu long. Et puis, tout ça s'accompagne d'une volonté partagé ici, évidemment, ça a été dit, de développer les appariements. Alors, il y a quelque chose dans le projet de loi qui est qu'on va faciliter les appariements pour les chercheurs en évitant d'avoir à passer maintenant par un décret en Conseil d'État. Une simple autorisation de la CNIL suffira. Mais au-delà de ça, ça s'inscrit dans un travail maintenant engagé entre l'ensemble des acteurs de la statistique publique et des chercheurs pour utiliser davantage les appariements. D'ailleurs, on a nous-mêmes des projets maintenant avec les chercheurs qui utilisent des cohortes appariées. Et ça veut dire des appariements entre... évidemment, quand je parle d'appariements ici, données de santé, on est d'abord sur le futur SNDS, donc le SNIRAM. Des appariements entre le SNIRAM et des données d'enquête, que ce soit des données d'enquête de l'adresse ou de chercheurs, et puis des appariements entre le SNIRAM et d'autres bases administratives. On a par exemple un projet qu'on démarre, mais qui, lorsqu'il débouchera, sera vraiment, je pense, un outil extrêmement utile pour développer la connaissance, d'appariements entre le SNIRAM et l'échantillon démographique permanent de l'INSEE. Tout ça nécessitant, je crois que ça a été dit aussi cet après-midi, de retravailler le SNIRAM, c'est-à-dire de ne pas mettre le SNIRAM brut, parce qu'il est quand même très complexe, dans les mains de trop de statisticiens qui ne sauraient pas l'utiliser. Ça veut dire de savoir en faire un outil plus manipulable. Et ça, c'est évidemment à la fois manipulable et utile. Donc c'est beaucoup de travail qu'on mènera à l'adresse avec l'INSEE et avec l'IRDES en particulier. Voilà. Mais donc... Quand ce développement de l'utilisation du SNDS et des appariements, ça a plusieurs conséquences très directes sur nos métiers, à l'adresse comme pour les chercheurs. Première conséquence, c'est donc que
chaque fois que possible, maintenant, on s'appuie sur des données qui sont des données médico-administratives et plus des données d'enquête. Alors, je ne dis pas que ça va remplacer les données d'enquête, mais enfin, on s'habitue petit à petit à dire que maintenant, on peut parler d'état de santé à partir des données médico-administratives, et pas sur tous les champs de la santé, mais chaque fois que possible. Donc la CNAM développe depuis plusieurs années des études sur l'état de santé à partir des consommations de soins, avec toute une typologie de plus en plus complexe, de plus en plus riche, à partir des variables dont elle dispose. Évidemment, ça a des limites. Une limite, c'est que on ne peut décrire l'état de santé qu'à partir du recours aux soins. Donc, non, les personnes non traitées ne sont pas repérées. Une autre limite, c'est qu'il n'y a pas tout dans les données de la CNAM, et donc ça renvoie à la nécessité de faire des appariements. Puis évidemment, une limite assez connue, c'est que le SNIRAM n'est pas suffisamment médicalisé, qu'il y manque des diagnostics, des résultats d'imagerie, etc., les comportements, les facteurs de risque. Et donc tout ça, aujourd'hui, ça ne peut passer que par des appariements. On peut imaginer bien sûr qu'à terme, ça passe par l'utilisation du DMP. Et donc, il faudra évidemment qu'un jour, il y ait un DMP suffisamment répandu et suffisamment riche. Mais enfin, tous les gens qui s'intéressent aux études en santé publique peuvent évidemment avoir en tête qu'un jour, on aura un SNIRAM encore plus riche quand il y aura les informations du DMP. Et là, à ce jour-là, évidemment, les enquêtes seront de moins en moins nécessaire, parce qu'on aura tout dans la base. L'avantage de ces données médico-administratives, c'est que d'une part, elles sont moins coûteuses. Donc, en tout cas, nous, côté chercheurs, il y a encore de l'argent. Côté État, il y en a de moins en moins. Et donc, on n'a plus les moyens de mener toutes nos enquêtes. Donc, les remplacer par des données qui sont là pour être réutilisées, mais qui ont été produites pour autre chose, évidemment, qui ont été produites pour la gestion, évidemment, c'est très utile. Et puis, deuxième avantage, et il n'est pas négligeable, c'est que ce sont des données, évidemment, qui sont très exhaustives. Et ça permet de faire beaucoup de choses qu'on ne pourra jamais faire avec les enquêtes, ou qu'on peut très peu faire avec les enquêtes, en particulier dans un système de santé qui se régionalise de plus en plus avec les ARS, ça permet de faire des études régionales. Et nous, on est souvent confrontés à la demande sociale d'avoir des informations régionalisées, et de plus en plus, on ne répond que sur la base de ce que le SNIRAM permet de faire, mais les enquêtes ne permettant pas d'avoir une représentativité régionale dans la plupart des cas, pour des raisons de coût, évidemment. Et puis ça permet aussi, ces données médico-administratives, de faire de l'évaluation ex post. Et là, parce qu'on parlait d'avoir des méthodes évaluatives assez précises, là, on sortira par exemple très prochainement à l'adresse une étude sur une expérience naturelle sur l'accord interprofessionnel 2008, où les entreprises ont été obligées de mieux couvrir les arrêts maladie. Mais à partir du moment où on a ces informations-là, en fait, dans le SNIRAM, alors là, c'est pas que le SNIRAM, hein, c'est une base appariée SNIRAM et caisse de retraite, c'est la base IJ constituée par l'IRDES. En fait, on a des expériences naturelles qui permettent de refaire des études très très poussées et très intéressantes pour des coûts qui sont bien moindres, par exemple, que l'expérience de la RAND. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le développement des bases médico-administratives change notre rapport aux enquêtes. Et puis deuxième point, c'est qu'ensuite, donc, ça va nous permettre de faire des choses nouvelles qu'on fait peu ou mal aujourd'hui. En particulier, c'est la prise en compte du revenu. Aujourd'hui, on le fait par les zones de précarité, y compris, je pense, à l'AP, et donc en partant avec en regardant un peu le niveau social ou le revenu des zones géographiques où habitent les patients. Demain, avec les appariements, on aura très directement soit les revenus, soit le statut, les CSP des personnes. Et puis autre étude qu'on fait aujourd'hui, comme on peut, mais qu'on fera mieux demain, c'est celui, donc comme je mentionnais tout à l'heure, c'est le reste à charge. Aujourd'hui, le reste à charge après complémentaire, on le fait à l'adresse avec des simulations. Donc quoi qu'il ait pu être dit plus tôt dans l'après-midi, la microsimulation, c'est très utile à la décision publique. Et donc aujourd'hui, nous simulons des restes à charge après les complémentaires, mais ce sont des données imputées, puisqu'on n'a pas pour les patients à la fois les données de remboursement maladie et complémentaires. Donc on le fait aujourd'hui par imputation. Alors évidemment, on recale dans tous les sens, donc on pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité, mais demain, avec le SNDS, on aura les vraies données. Et puis, j'en profite aussi pour dire que ces données médico-administratives, par leur richesse, leur exhaustivité, le détail des parcours, elles ouvrent des champs d'études, mais de recherche aussi, sur des thématiques qui sont les thématiques des politiques publiques aujourd'hui, qui sont les parcours. Et parce que aujourd'hui, on décrit les parcours de manière encore relativement frustre. Demain, enfin, on imagine bien des travaux de plus en plus poussés, des travaux économétriques de plus en plus poussés pour faire de l'analyse descriptive et économétrique sur les parcours à partir des données du SNDS, qu'on ne peut absolument pas faire sur des données d'enquête où la granularité des parcours est insuffisante.
Et d'ailleurs, une autre idée aussi de travaux à développer, sont les modèles prédictifs. On en parle depuis longtemps, on en parle aux États-Unis depuis longtemps, on a commencé à regarder un petit peu en France depuis quelques années. On voit bien que ces données-là, plus on a des données riches et plus on peut avoir des modèles prédictifs avec un pouvoir explicatif. Voilà les quelques changements, je pense, importants que je voulais mettre en avant. Alors, pour conclure, 2 points. Le premier, c'est que tout ça, ce sont toujours les données, disons, publiques, et qu'il y a après le champ suivant, qui est quand même l'utilisation de données privées, du fameux big data. On peut avoir en tête des exemples d'utilisation de données privées. Par exemple, alors c'est Denis Reynaud qui m'a donné cet exemple et qui est assez parlant, d'utiliser les données de déplacement. Alors, soit à travers les téléphones mobiles, mais soit à travers les transports publics ou demain les voitures connectées, et de relier donc ces données de déplacement, enfin de les relier sans faire forcément d'appariement, mais d'utiliser des bases de déplacement d'un côté et puis les bases d'offres de soins de l'autre. Et puis donc là-dessus, sur la question du big data, j'en profite pour le dire puisque je vois que Thomas est là, que nous avons que Marisol Touraine vient de lancer une réflexion autour de plusieurs groupes de travail sur l'utilisation du big data en santé. Et ça renvoie enfin donc en conclusion sur les enjeux à la fois juridiques et éthiques de protection des données, d'utilisation des données. Première chose sur la protection de la vie privée. Dans les données, lorsque les données sont, comme on dit, déidentifiées, c'est-à-dire sans le numéro de sécu et sans le nom, comme dans le SNDS, il y a quand même des enjeux de protection parce que ces données restent des données personnelles, les personnes sont identifiables. Voilà, donc on met en place dans l'article 47 toutes les protections nécessaires pour protéger ces données. Et puis au-delà de ça, lorsqu'on rentre dans le champ des données big data, des données privées, où là, pour le coup, les données sont vraiment directement identifiantes, à travers au moins l'adresse IP, mais souvent beaucoup plus d'informations, quelle est la capacité des gens à savoir ce pourquoi leurs données vont être utilisées. Bon, c'est un vaste débat qui est bien connu, mais évidemment qui est devant nous de façon très très concrète dès qu'on commence à parler de big data. Et puis, deuxième type d'interrogation, au-delà de la vie privée, c'est l'utilisation de ces données. Et ça, en particulier, on pense à des utilisations commerciales, soit pour vendre des produits de santé, soit sur des contrats d'assurance. Et ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser à la fois dans le champ des données médico-administratives déidentifiées et dans le champ du big data. Pour le champ du je termine, Lisa. Et dans le champ du SNDS, donc, il y a le projet de loi aujourd'hui tel qu'il est introduit 2 finalités interdites pour l'utilisation du SNDS, qui sont la prospection commerciale pour les industriels de santé et la segmentation du risque pour les assureurs. Mais on voit bien que donc ça, mais c'est sous surveillance et c'est pour l'instant on peut l'espérer encore relativement maîtrisé. La question, c'est du côté du champ du big data, à quel moment est-ce que éventuellement les utilisateurs de ces objets, de ces sites vont se rendre compte que des données qu'ils livrent peuvent évidemment être réutilisées, pas seulement pour leur apporter de l'aide dans leur santé, mais éventuellement pour leur proposer des produits. Bon, alors évidemment, on peut avoir des débats et dire que c'est très bien la segmentation en assurance. On peut aussi se dire qu'on est dans un système en assurance santé où on veut pas trop de segmentation. Voilà. Merci beaucoup Franck pour cette présentation extrêmement synthétique et en même temps très riche d'un certain nombre d'enjeux qui fait écho à certains des points que nous avons abordés dans les précédentes interventions. Je pense en particulier au modèle prédictif sur lequel Andrew Jones a pas mal parlé. Je pense à pas mal de liens avec des questions effectivement d'anonymisation, des questions de sécurité. Et je pense que ce sont des sujets sur lesquels Cynthia peut-être reviendra dans un dernier temps. Mais je continue donc à passer la parole dans la foulée à Namik Tariq. Je voudrais juste te dire, Namik, l'importance que j'accorde au fait que tu sois là et que tu puisses nous parler justement de cette richesse des bases de données de l'AP. Martin Hirsch dit souvent que l'AP dispose de bases de données extrêmement riches. Moi, j'en suis absolument convaincue. Et tu es finalement la personne qui permet cet accès et qui a cette connaissance de l'intérieur des bases de données. Donc, de la même façon que je l'ai posé aux précédents intervenants, ce qui serait vraiment important pour nous, c'est de savoir dans quelle mesure, finalement, à la fois ces nouvelles méthodes, mais aussi ces bases de données enrichies, comme on les a évoquées, vont changer ou pas la façon de travailler à la fois en interne à l'AP, mais aussi dans la relation avec les chercheurs, qui est un peu l'enjeu pour Ospinomics du futur. Merci beaucoup, Namik.
Merci. Moi, je vais essayer de faire plus court. Je suis médecin à la direction de l'organisation médicale et des relations avec les universités au sein de la direction générale de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je suis médecin DIM, en fait, et c'est un métier où on prend son téléphone très très souvent pour répondre à des demandes. Depuis de nombreuses années, vous connaissez le PMSI. Et vous savez qu'on se sert, depuis de nombreuses années, du PMSI pour répondre aux demandes des cliniciens essentiellement, un petit peu des chercheurs qui ont commencé à se rendre compte de l'utilité de ces données pour calibrer des projets de recherche. Je parle de la recherche clinique. Depuis peu de temps, en fait, et en fait, je vais le dire, depuis le nouveau plan stratégique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, sous l'impulsion des groupes de travail qui ont été mis en place, je vais prendre 3 exemples pour illustrer les sollicitations d'aujourd'hui, qui vont bien sûr au-delà du PMSI. Alors là, par exemple, vous savez que les hôpitaux prescrivent des médicaments qui sont dits médicaments hors GHS, qui sont tarifés en sus, mais qui sont particulièrement surveillés, en particulier dans le cadre d'indications, d'indications qui n'en sont pas, c'est-à-dire des médicaments prescrits hors AMM. Et donc, nous recevons une sollicitation du président de la commission des médicaments et des dispositifs médicaux qui nous demande d'essayer de lui expliquer pourquoi est-ce que des médicaments ont été prescrits hors indication AMM. Donc pour ça, bien sûr, nous avons le PMSI pour savoir que ces molécules ont été prescrites, mais au-delà de ça, nous ne savons pas grand-chose. Et nous avons besoin d'attaquer en fait le texte. Et le texte, c'est aujourd'hui une phrase écrite dans un logiciel de prescription pharmaceutique. Récemment, on a été sollicité pour ça, et on a essayé de faire des premiers traitements modestes, avec nos petits moyens, puisque nous ne sommes pas chercheurs, nous sommes un service opérationnel, et les premiers résultats montrent qu'en fait, on a besoin de descendre plus bas, c'est-à-dire de descendre dans le dossier du patient, dans un compte-rendu, pour comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est la première question cette fois-ci, c'est moi qui pose des questions, en fait. Comment est-ce que moi, je peux répondre à cette question, si ce n'est en essayant de fouiller dans le texte et voir ce qui s'y passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans le cadre du cancer. Ça, c'est un vieux sujet que les cancérologues, suivi par les cancérologues, c'est la prescription de chimiothérapie dans les 15 jours, 30 jours qui précèdent un décès. Donc là, c'est pareil, on nous demande de croiser des données dans tous les sens, c'est-à-dire des chimiothérapies que nous n'avons pas dans le PMSI, en dehors des molécules hors GHS, des délais, des parcours, en fait, un parcours du patient, c'est-à-dire on va chaîner plusieurs hospitalisations entre elles pour essayer de calculer ce qui s'est passé, pour essayer de voir ce qui s'est passé avant le décès. Et là, c'est pareil, les informations sont rares et surtout, elles sont très bruyantes. Donc, voilà, c'est l'exemple de données qu'on nous demande de traiter, qui en fait est la combinaison des données PMSI, mais des données de prescription pharmaceutique, voire de données qui sont issues du dossier patient. Le troisième point, c'est un point le troisième exemple, c'est un exemple qui concerne les infections du site opératoire. Donc, on découvre de façon... alors, je ne saurais pas le chiffrer, de toute façon, si j'avais le chiffre, je ne le dirais pas en public, mais on découvre dans certains hôpitaux que les infections du site opératoire ne sont pas bien renseignées. Alors, sûrement bien renseignées par le médecin hygiéniste, mais dans le PMSI, elles ont un intérêt d'information. Je pense qu'elles peuvent être utiles à d'autres. Et puis, elles ont aussi un intérêt financier. Donc là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de croiser des informations multiples, c'est-à-dire le fait que le patient a été opéré. Et ça ne se trouve pas facilement, puisque tous les patients opérés ne sont pas forcément codés comme des patients opérés, pour des raisons de qualité de codage. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que nous fassions. Ensuite, il faut qu'on sache où ils ont été opérés,
pour ensuite le croiser avec un résultat de bactériaux qui lui-même est souvent semi-quantitatif ou plutôt qualitatif, c'est-à-dire une petite conclusion et des informations sur la bactérie et sa résistance à différents antibiotiques. Donc voilà, au travers de ces 3 exemples, je montre plutôt mon besoin pour répondre aux questions qui sont des questions de l'institution et qui sont en fait... Je ne nous en présente que 3, parce que j'ai la bouche sèche. Mais en fait, au quotidien, c'est très intéressant, des questions très intéressantes, mais nous sommes finalement, moi, dans mon équipe, incapables de répondre à ces questions sans aide de la part d'équipes qui auraient du savoir-faire dans le maniement du texte, en particulier. Voilà, ça c'est le premier sujet. Ensuite, il y a les chercheurs. Alors ça, à l'AP, il y a une expérience qui est en cours, qui est très intéressante et qui est la constitution d'un entrepôt de données de recherche qui vise à mettre à disposition de l'ensemble des cliniciens de l'AP, et en particulier des cliniciens qui font de la recherche, un masque d'interrogation qui leur permet de calculer en fait des potentiels d'inclusion dans des essais cliniques. Voilà, donc ça c'est en cours. Et c'est là-dessus que je vais terminer, si j'ose dire, dans la mesure où ce qui est intéressant dans ces entrepôts de données, c'est qu'en fait, on se rend compte que pour aller chercher de l'information, on a tendance aujourd'hui à passer par la simplification de la donnée de base. Et c'est un petit peu, pour le phénotypage de nos patients, on a besoin finalement de données de plus en plus structurées. Et mon envie et mon souhait pour l'avenir, c'est qu'on n'incite pas les docteurs, et pas que les docteurs d'ailleurs, tous les fournisseurs de données en intra-hospitalier à appauvrir leurs données, mais plutôt à fournir des données très riches, textuelles, exhaustives si possible, et que nous développions, enfin nous les chercheurs, développions des méthodes pour attaquer ces données. Et pas le contraire, c'est-à-dire pas qu'on appauvrisse ces données. C'est un peu le risque aujourd'hui. C'est l'appauvrissement des données. C'est un peu ce que je ressens et ce que je vois par l'utilisation de formulaires où on va de plus en plus aller vers des menus déroulants, vers de l'information structurée et qui en fait nous rend la description pauvre de nos patients. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Namik, pour cette présentation. Je pense que ça fait écho, là aussi, à certaines des questions qui ont été posées dans le premier panel sur la question de l'harmonisation ou la standardisation, sur laquelle on a beaucoup parlé, sur la question de l'accès à des données brutes ou au contraire des données structurées. Surtout lorsque ces données sont de très grande taille. Et puis, il y a cette question de la constitution de l'entrepôt, dont j'espère qu'il sera ouvert à l'ensemble des chercheurs, pas seulement les cliniciens, parce que bien évidemment, il y a une forte appétence, j'imagine, dans la salle, à rejoindre la paix par l'intermédiaire d'Hospinomics, bien sûr, pour travailler. Mais c'est une boutade pour ceux qui étaient ce matin au conseil scientifique et qui me suggéraient de le faire. Mais donc, c'est vraiment très important, effectivement, que ce soit ouvert à d'autres disciplines que les sciences médicales. Et je pense que c'est un des points dont on aura l'occasion de reparler. Alors, je passe la parole tout de suite à Marie Zins, qui a mis sur pied, avec Marcel qui est dans la salle, cette magnifique cohorte Constance sur laquelle tout le monde est aujourd'hui vraiment très, très heureux, je pense, de voir ce développement. Marie, je pense que ce qui nous intéresse aussi, c'est que tu nous parles, au-delà de la construction de la cohorte et de l'importance qu'elle a aujourd'hui acquise, c'est de nous parler des appareillements. Donc Franck évoquait la possibilité d'appareillement, aussi l'idée de pouvoir augmenter la cohorte avec certains modules. Donc finalement, le futur de la cohorte qui nous intéresse. Oui, bonjour. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et je travaille dans une équipe INSERM, notamment donc pour la mise en place de cette grosse cohorte et on a eu la chance qu'elle soit labellisée par les investissements d'avenir. Et donc, on a eu un financement conséquent pour la mettre en place. Je dois préciser que c'est une cohorte qui se met en place grâce à un partenariat très actif de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Voilà, donc nous sommes des épidémiologistes. Ce qui nous intéresse, c'est la santé des populations et les facteurs qui la déterminent. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'aborder la santé, non pas à un moment donné, mais en termes de trajectoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler dans une approche, ce qu'on appelle life course epidemiology, c'est-à-dire sur vie entière. Et là, on se rapproche de ce dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, c'est la vie réelle. Donc Constance, c'est une infrastructure, c'est une cohorte généraliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à la santé perçue ou uniquement à la qualité de vie ou à une pathologie, mais à la santé en général et notamment à la pluripathologie et aux comorbidités. Quand on s'intéresse à des populations vieillissantes, c'est tout à fait important de signaler ça. Et puis, comme les pathologies elles sont plurifactorielles, on va s'intéresser à toute une gamme de déterminants, alors recueillis notamment principalement au niveau individuel, dans différents domaines, alors génétique, biologique, comportement, déterminants sociaux, déterminants professionnels, accès aux soins, etc. Mais aussi à un niveau contextuel, parce que on vit aussi dans notre milieu de vie est aussi important dans la déclaration, dans nos déterminants de la santé, dans nos comportements, et donc on recueille également des notions sur des caractéristiques sur le lieu de résidence, mais aussi sur des données de pollution, mais aussi sur des caractéristiques d'accessibilité aux médecins généralistes. Notamment, on va utiliser un indicateur de l'adresse, mais aussi, par exemple, on peut s'intéresser à des indicateurs sur les entreprises dans lesquelles travaillent nos volontaires. Alors, Constance, comment est-ce qu'on va faire? Quel est l'échantillon? Donc, l'échantillon envisagé est de 200 000 personnes qu'on inclura sur plusieurs années. Un échantillon qui vise à la représentativité, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que mettre en place une cohorte qui est représentative de la population générale, c'est un véritable challenge, mais les institutions qui nous supportent nous ont demandé de le mettre en place. Donc un échantillon qui vise à la représentativité, un échantillon d'adultes de 18 à 69 ans à l'inclusion et qui sont affiliés au régime général de sécurité sociale, puisque la CNAM est très impliquée, donc sont exclues les personnes qui sont affiliées à la mutualité sociale agricole et au régime social des indépendants. Voilà pour l'échantillon. Donc comment on va faire pour mettre en place une telle cohorte? On va s'appuyer sur des structures existantes, sur le réseau des centres d'examen de santé de la sécurité sociale, qui va nous permettre d'inclure les volontaires dans 20 départements. Et une des grandes spécificités de Constance, c'est qu'on va avoir, dès le départ, des données cliniques. Un examen de santé, alors là, harmonisé et standardisé entre les différents centres, où on va avoir un examen des différentes fonctions, vision, audition, prise de tension artérielle, biométrie, données biologiques, etc. Les personnes vont répondre à de nombreux questionnaires sur les modes de vie, les comportements, sur la situation professionnelle. On a beaucoup développé tout ce qui est autour des expositions professionnelles, des contrats, des données sur les chômeurs, etc. Des données sociales également. Toute personne âgés de 45 ans et plus ont en plus un examen des fonctions cognitives et un examen physique, vitesse de marche, force de préhension, etc. On va profiter de l'examen de santé pour mettre en place également une biobanque urine et sang. Donc ça, c'est l'inclusion. Donc dès l'inclusion, des données mesurées de la santé, enfin de l'état de santé et des questionnaires. Et puis dans le suivi, puisque c'est une cohorte, on suit les gens. Le suivi va se faire, on va réinviter les gens tous les 5 ans dans les centres d'examen de santé. On va leur poser des questionnaires de façon annuelle, et ça c'est important, ça favorise la participation, mais ça permet également d'avoir une très grande réactivité pour les questions de recherche. Et puis notre force également, c'est effectivement, on va pouvoir appareiller notre cohorte avec 3 bases de données. La base de données des causes de mortalité, donc qui est bien connue. La base de données du SNIRAM, dont on a parlé, et du PMSI, donc qui va nous permettre d'avoir toutes les données de prescription de façon extrêmement précise. On a toutes les données également quand on va consulter un médecin ou une infirmière. On a des données très précises avec le numéro ADELI des médecins et on va pouvoir avoir la possibilité de recontacter les médecins. Et toutes les données d'hospitalisation, les affections longue durée, les accidents du travail, maladies professionnelles, enfin tout ce qu'il y a dans cette énorme base, mais qui est d'une complexité qui est effrayante. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Nous, on travaille dessus depuis 4 ou 5 ans. On a des personnes qui travaillent à plein temps dessus mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cette base? Et surtout, comment être sûr des données sur lesquelles on travaille?
Donc on est en train de on développe vraiment une expertise, on calcule des indicateurs, on a développé un catalogue des données et surtout ce qu'on fait aussi, on a parlé par exemple à des médicaments qui d'un seul coup peuvent être hors GHM. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la réglementation elle change. Et si on veut dans 10 ans travailler sur les données de maintenant, il faut également faire une historisation de toute la réglementation des remboursements qu'il y a dans ce NIRAM. Et donc on travaille beaucoup avec ça, avec l'équipe de Claude Gissot à la CNAM. On a développé une cellule de qualité des données autour du SNIRAM pour pouvoir vraiment... L'idée, c'est de rendre utilisable pour des chercheurs épidémiologiques ou d'une autre spécialité, de rendre utilisables ces données du SNIRAM. Et puis, il y a une autre base dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Tout à l'heure, vous en avez parlé au travers de l'expérimentation IJ, c'est les données de l'assurance vieillesse. Alors, on a aussi accès aux données d'une énorme base de données qui s'appelle le Système national de gestion des carrières, dans lesquelles il y a toutes les trajectoires sociales et professionnelles des individus qui permettent à un moment donné de pouvoir calculer les pensions de retraite. C'est-à-dire qu'on a tout. Tout, c'est-à-dire que à l'inclusion, dès que la personne rentre, et naturellement il est accepté, on va revenir sur le consentement, on a, depuis qu'il est enregistré dans ce fichier, depuis la première fois qu'il a travaillé, on a tout son trajet professionnel, et également tous ses arrêts, c'est-à-dire des arrêts pour raisons militaires, par exemple, quand il y en a, mais également des arrêts pour raisons de santé, des arrêts de travail parce que la personne est au chômage, etc., etc. Et également des lignes d'income, de salaire. Voilà, donc énormément de données, et là aussi on est en train de développer une expertise autour de cette base de données. C'est déjà pas mal comme données, et donc on parlait tout à l'heure de la force d'une base, des données cliniques, des données biologiques et bientôt de génétique, des données des grandes bases et des données de questionnaires. Alors bien évidemment, ça pose un problème, qui est celui du consentement et de l'information des volontaires. On essaye de faire ce qu'on peut pour informer le volontaire. Au niveau des centres d'examen de santé, tout le monde est informé. Enfin, de comment est-ce qu'on informe un volontaire. Et il y a un consentement qui est très détaillé. C'est-à-dire que le volontaire accepte ou refuse que les données de l'examen de santé nous soient transférées, qu'on ait accès à leurs données de la base de prescription, qu'on ait accès aux données des hospitalisations, qu'on ait accès oui ou non, qu'on ait accès oui ou non aux données aussi de suivi postal pour qu'on puisse les suivre. Et puis également, on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on retourne auprès de leur médecin traitant si on veut valider certains diagnostics. Et on leur demande donc de nous donner des numéros de téléphone. Et 97,5% des personnes nous donnent acceptent et nous donnent des informations pour pouvoir contacter leur médecin traitant. Donc on a mis en place une plateforme de validation diagnostique. Voilà donc où on en est actuellement. Actuellement, on doit être pas loin de 80 000 volontaires. Donc le projet marche bien. On inclut plus de 3 000 volontaires par mois. Ça mobilise environ 250 personnes tous les jours dans les centres d'examen de santé pour faire ce projet. On a la chance d'avoir un gros financement et de pouvoir mobiliser des ARC pour aller dans les centres d'examen de santé pour vérifier que les procédures sont bien appliquées. Ils y vont dans les centres 12 jours par mois. Et puis voilà, donc on peut dire que ça marche bien. Et la journée, je pense qu'on va atteindre le 100 millième dans 5 mois et ça sera la moitié de la cohorte. Alors, c'est une énorme base de données qui est faite pour être utilisée. Il y a la possibilité pour les chercheurs d'avoir accès à la base de données, mais également d'avoir accès aux volontaires, si des fois ils ne trouvent pas tout dans la base de données. Ça existe, par exemple, l'adresse. L'adresse qui va s'appuyer sur Constance pour faire une enquête sur les délais d'attente. Donc on va leur tirer au sort un échantillon pour qu'ils puissent avoir 20 000 personnes, ils puissent poser des questions sur les délais d'attente lorsqu'ils veulent avoir accès au système de soins. Donc cette enquête va durer 6 mois et donc l'adresse n'aura qu'à faire cette enquête sur les délais d'attente et nous on leur fournira toutes les données supplémentaires. Et je pense que s'il n'y avait pas Constance, l'adresse n'aurait pas pu faire cette enquête, notamment à cause du coût. Il faut bien savoir que ce coût de cette étude, elle est très élevée, donc elle ne sera vraiment... la grande performance, ça sera qu'elle soit utilisée un maximum par les chercheurs, mais ça marche déjà bien puisqu'on a déjà plus de 50 projets
qui ont été déclarés pour pouvoir être utilisés Constance. Alors on a un conseil scientifique international, on a un comité de pilotage institutionnel avec la CNAM, la CNAB, l'INSERM, etc. Mais pour le moment, tout marche très bien. Alors je voudrais juste finir sur la collaboration internationale. Il y a actuellement beaucoup de cohortes qui se mettent en place en Europe. On a eu beaucoup d'argent, mais des cohortes qui ont encore beaucoup plus d'argent. C'est un investissement national, ces cohortes. Je crois qu'il faut bien le voir comme ça. On a moins d'argent, mais nous, on a les bases de données. Et actuellement, il se met en place une cohorte qui est similaire à Constance en Allemagne. Ils peuvent faire des IRM corps entier à, je sais pas, 20 000 personnes ou 30 000 personnes. Enfin, ils ont des choses, mais ils n'ont pas le SNIRAM, ils n'ont pas la CNAB. Et ça donne une puissance extraordinaire à ces enquêtes. Voilà. Merci Marie de nous avoir mis en appétit en cette presque clôture d'après-midi, parce que enfin, je crois que c'est vraiment important de rendre hommage à l'énorme travail qui a été fait pour permettre, avec beaucoup de persistance, si j'ai bien compris, que cette base de données, finalement, cette cohorte puisse être véritablement utilisée et ouverte de manière aussi large à l'ensemble des chercheurs, pas seulement ceux qui en sont à l'origine, c'est-à-dire les épidémiologistes, mais aussi les économistes qui sont ici réunis. Et je pense que c'est vraiment un grand coup de chapeau. Je pense que pour nous tous, c'est un outil qui nous fait un petit peu rêver et où on espère, je pense qu'il y a plusieurs membres d'Ospénomix qui sont très intéressés par la perspective de travailler ensemble sur ce sujet. Donc, vraiment, c'était important pour moi de l'exprimer parce que je crois que c'est quelque chose qui est ressenti par nous tous et ce sera très important pour le futur, et surtout s'il peut y avoir aussi des liens à l'international avec d'autres cohortes. Là, on passera vraiment à une dimension de comparaison internationale qui pour nous tous est très importante.